Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle conférence Politéa, l'Université populaire des savoirs politiques. Alors cette année, vous pouvez suivre nos conférences qui sont faites en partenariat avec la médiathèque Marguerite Duras, Bibliocité. Vous pouvez nous suivre en présentiel à la médiathèque, en direct sur Facebook et en replay sur YouTube et en podcast. Et nous vous proposons pour cette saison 2021-2022 un cycle de conférences consacré à la présidentielle de 2022, afin de décrypter les grands enjeux de la campagne et les dynamiques électorales, qui, comme vous l'avez vu depuis septembre, sont largement fluctuantes, et nous essaierons de vous donner des clés d'analyse jusqu'au vote final au mois d'avril. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Macron et aux Républicains. Alors qu'il avait été annoncé comme le grand favori de l'élection présidentielle de 2017, le parti Les Républicains a échoué à remporter ce scrutin. Surtout, le parti est sorti profondément affaibli et durablement divisé par cette campagne électorale dont vous vous rappelez, François Fillon avait été le noble représentant. Si bien que 5 ans plus tard, les chances du parti Les Républicains de remporter l'élection semblent faibles. Valérie Pécresse, même si elle ne fait que monter dans les sondages, n'est pas du tout assurée d'atteindre le second tour, où elle est de toute façon annoncée comme étant perdante. En effet, le parti Les Républicains reste marqué par des divisions internes importantes, et son électorat est tenté par des candidats d'extrême droite d'un côté, et par la proposition d'Emmanuel Macron de l'autre. Car, en dépit des nombreuses critiques qu'il a pu recevoir au cours de son quinquennat, Emmanuel Macron caracole en tête des sondages. Et il part largement favori pour l'élection d'avril. Dans ce cadre, LR est-il condamné à revivre une défaite à l'élection présidentielle de 2022 ? Ces divisions internes offrent-elles un boulevard à Emmanuel Macron ? Ou ne sommes-nous pas à l'abri de rebondissements, comme cela avait été le cas en 2017 ? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes ravis de recevoir Émilien Warvial, qui est doctorant en sciences politiques à Sciences Po Paris, et il est spécialiste de la droite française. Merci beaucoup, Émilien, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous vous laissons maintenant une vingtaine de minutes pour nous donner quelques éclairages sur toutes ces questions. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Politéa et à la médiathèque Marguerite Duras et à vous tous et toutes d'être venus ici pour parler d'un camp qui, effectivement, a connu des années un petit peu compliquées voilà, depuis 2017. Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de revenir avec vous sur ces 5 ans qui se sont écoulés pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Évidemment, il ne s'agira pas de revenir trop chronologiquement et trop factuellement sur des événements que vous toutes et tous avez connus et avez vécus. L'idée sera plutôt de comprendre comment est-ce qu'il y a eu des moments révélateurs, des tournants, des points de rupture qui ont eu un impact sur les idées du parti, les acteurs, la configuration dans laquelle il est, notamment vis-à-vis de ses adversaires que sont l'extrême droite et En Marche. Et donc essayer un peu de comprendre les raisons un peu plus structurelles de la situation dans laquelle sont aujourd'hui les Républicains et la droite aujourd'hui, aussi pour comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier la droite, parce que c'est pas l'évidence même, c'est pas en tout cas le camp qui a été le plus étudié par la science politique française, et nous on va essayer de comprendre pourquoi c'est intéressant d'étudier la droite en tant que droite et en tant que parti de gouvernement, parce qu'évidemment il y a beaucoup de changements ces dernières années, aussi parce que la France, même si elle a des conditions particulières, notamment en raison du phénomène Macron, n'est pas particulièrement isolée, n'est pas particulièrement exceptionnelle au sein de l'Europe. Beaucoup de camps de partis de droite de gouvernement ont connu des moments difficiles, voire très difficiles ces dernières années. On peut penser à la droite italienne, à la droite espagnole, même ces derniers temps un petit peu à la droite allemande. Et donc le but sera un peu de comprendre le déroulé des événements. Et je vous propose de recommencer en avril 2017, donc avec la défaite de François Fillon, qui est une défaite qui était, il faut quand même le dire, sans rappeler, 6 mois avant, parfaitement inattendue, en tout cas parfaitement pas anticipée par le parti. On était préparé depuis plusieurs années à une victoire de la droite, simplement parce que les résultats et la popularité
de François Hollande étant ce qu'ils sont, voilà, la droite s'attendait à pouvoir retourner au pouvoir. Ça s'était préparé depuis plusieurs années. On avait dès 2013 François Fillon qui annonçait sa candidature. On avait dès 2014 voilà, l'instauration de la primaire parce qu'on anticipait qu'il y aurait déjà de forts affrontements et donc il fallait trouver un moyen pacifiquement de savoir qui serait le candidat de la droite. Et effectivement, au sortir de la primaire, en janvier 2017, on avait des scores qui étaient tout à fait honorables et qui laissaient présager du meilleur pour la droite. On était vers 25% à peu près, on était retombé après un peu l'euphorie du résultat de la primaire, on était à 25% pour François Fillon, qui aurait sans doute pu être son score final à la présidentielle s'il n'y avait pas eu la fameuse affaire Pénélope Fillon, où on a vu que dans les sondages, voilà, le François Fillon a dégringolé aux alentours de 20%, précisément à ce moment-là, arrivant au niveau d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, et après Emmanuel Macron a pris son envol au moment du ralliement de François Bayrou. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que la droite s'attendait à revenir au gouvernement, et la droite, finalement, n'a jamais connu cette situation. Quand vous y pensez, depuis 1958, donc le début de la Ve République, la droite n'a jamais été plus de 5 ans en dehors de la majorité. Évidemment, il y a eu des longs moments, notamment avec François Mitterrand, de présidence socialiste, mais au sein du gouvernement, elle n'a jamais été éloignée plus de 5 ans. Et la droite est intimement liée au pouvoir en France. Et voilà, c'est quelque chose qu'elle ne s'attendait pas et qu'elle, pour le dire un peu simplement, a assez mal supporté. Et au moment de la défaite de François Fillon, se sont cristallisés quelques faits marquants du quinquennat qui a suivi pour la droite, notamment au moment de l'appel au vote pour le second tour. La plupart des dirigeants républicains ont appelé à voter pour Marine Le Pen, mais quelques-uns n'ont pas fait ce choix-là. On pense à Laurent Wauquiez, on pense à Éric Ciotti. Et le problème, c'est que voilà, il y a toujours eu un petit peu cette suspicion de complaisance envers Emmanuel Macron et voilà, une frange des Républicains très attachés à une droite indépendante et forte sur ses valeurs, comme ils disent, qui voilà, va toujours maintenir un peu la pression pour garder une distance maximale avec Emmanuel Macron. Et effectivement, ce sera la position qui sera choisie durant ce quinquennat, d'être un parti d'opposition qui, certes, peut voter certaines lois s'ils lui conviennent, mais globalement va, par exemple, refuser de voter le budget, donc va vraiment s'inscrire comme une alternative à Emmanuel Macron. Et un deuxième point, ça sera évidemment les restes de la campagne de François Fillon, parce que même s'il y a eu ces affaires, et François Fillon, il a marqué son électorat, et il y a eu beaucoup de gens enthousiastes de son programme, qui était voilà, plutôt très libéral, très ferme sur les questions de sécurité, qui, même si dans son programme c'était pas toujours évident, avait en tout cas personnellement des convictions plutôt conservatrices sur les questions culturelles, et donc finalement représentait une forme de fierté de la droite d'être ce qu'elle est, et en plus qui avait dû batailler contre, comme ils disent, les médias, les juges. Donc il y avait eu un moment où on s'est senti fier dans la défaite, paradoxalement, et c'est quelque chose qui restera. On verra, après quelques années, Éric Ciotti, par exemple, revendiquer cette droite du Trocadéro qui n'a pas peur d'être ce qu'elle est et va faire pression sur les autres membres du parti. Et donc après, évidemment, on a connu le moment le plus compliqué, qui est celui de l'après-présidentiel. On a eu un certain nombre de gens qui sont partis chez Emmanuel Macron. Alors, certains disent les plus modérés. C'est pas faux, quelque part, de voir qu'il y a beaucoup de gens de la tendance centriste, libérale, moderniste, qui sont allés chez Emmanuel Macron, parce que forcément, la compatibilité est un peu plus grande, mais à mon sens, c'est pas ça qui est le plus marquant, parce qu'on voit des gens qui, certes, faisaient partie de cette tendance-là. On peut penser aux jupéistes, donc par exemple à Édouard Philippe, on peut penser par exemple à Fabienne Keller, qui était l'ancienne maire de Strasbourg, sénatrice du Bas-Rhin, qui faisait partie des centristes de l'UMP à l'époque, mais on a aussi des gens comme Gérald Darmanin, qui était le protégé de Nicolas Sarkozy. On a des gens comme Jean Castex, qui voilà, avait soutenu François Fillon lors de la primaire. On avait des gens comme Bruno Le Maire, qui voilà, avaient leur propre courant, finalement, au sein du parti. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'au moins, dans ce cas-là, la sensibilité personnelle a au moins autant compté que les intérêts qu'ils ont pu y trouver. Voilà. Édouard Philippe raconte bien comment est-ce qu'il est allé consulter Alain Juppé, qui lui a dit Premier ministre, ça ne se refuse pas. Et pareil, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il en a toujours rêvé, il l'a dit moult fois sans complexe. Et pareil, Gérald Darmanin, voilà, des postes comme celui qu'il a aujourd'hui à son âge, c'était assez inespéré. Donc, les questions d'intérêt personnel
aller à la soupe, comme le diraient un peu vulgairement ses anciens camarades, ont compté forcément à ce moment-là. Mais évidemment, ça a déstabilisé le parti, aussi parce qu'il perdait tout plein de... ou bien d'espoir du parti, ou bien d'anciens. Parce que finalement, quand vous regardez aujourd'hui, qui reste-t-il des candidats à la primaire de 2016 ? Aujourd'hui, dans le parti, il n'y a plus d'actifs que Jean-François Copé, et qui a renoncé à tout destin présidentiel. Mais voilà, vous avez vu le départ, la retraite en politique de François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, qui est retourné à sa mairie, puis qui a arrêté la politique en allant au Conseil constitutionnel. On a eu Henkem, qui est parti carrément aux États-Unis. On a eu Bruno Le Maire, qui est parti au gouvernement. Et Jean-François Poisson, qui est parti à l'extrême droite. Et donc, c'est toute une génération de gens qui étaient un petit peu les têtes de proue, les figures de proue du parti, qui ont quitté le navire, voilà, laissant la famille un petit peu orpheline. Donc les Républicains ont dû se débrouiller comme ils pouvaient. Aux législatives, ils ont choisi de mettre un peu de côté le programme de François Fillon, qui était jugé un petit peu trop libéral, un petit peu trop dur sur les questions, par exemple, de protection sociale. Et donc, ils ont refait leur propre programme sous l'égide de François Baroin. Et ça n'a pas empêché des résultats assez catastrophiques, il faut bien le dire, puisqu'ils ont divisé leur nombre de députés par 2. On est à un peu plus d'une centaine aujourd'hui de députés LR. Et malgré tout, même si c'est historiquement une forme de catastrophe, eh bien, ça a été important d'avoir ces 100 députés. Ils ont compté, ils ont été médiatiques, ils ont constitué des ressources, on a pu les mettre à des postes importants au sein du parti. Ils ont pu proposer des projets de loi qui ont fait l'actualité. Et le Sénat, par ailleurs, qui a été regagné et maintenu durant le quinquennat, a été important. Je pense qu'on n'a pas accordé autant de poids au Sénat depuis assez longtemps dans la Ve République, et donc ça a été important malgré tout. Évidemment, après, il a fallu ce qu'on appelle refonder. Et donc ils ont lancé, en été 2017, des ateliers de la refondation, qui sont un grand classique des partis politiques. Le PS l'a fait en 2008 avec Martine Aubry, l'UMP l'a fait en 2012 avec Jean-François Copé, ça s'appelait les États généraux de la reconquête, qui veut bien dire ce que ça veut dire, et ils l'ont même relancé après l'effet des européennes avec, sous l'égide de Jean Leonetti, avec une nouvelle charte des valeurs. Et donc là, ce qui a été décidé sous l'égide de Bernard Accoyer, qui était le président par intérim, c'est de confier à une jeune communicante qui s'appelle Nelly Garnier ces ateliers de la refondation, et de se poser la question de, finalement, pourquoi est-ce qu'on a perdu, et comment est-ce qu'on peut faire pour revenir au pouvoir en 2022, ce qui était quand même un petit peu l'objectif. Et le choix a été fait notamment de laisser de côté, m'a été confirmé par la personne en question, les barons du parti, parce qu'ils étaient susceptibles, voilà, de phagocyter le processus et de ne pas faire surgir la vérité de ce qu'étaient les possibles faiblesses de la droite. Voilà, l'idée était d'avoir un processus sincère. Et voilà, on a mené pendant plusieurs mois des processus de consultation des adhérents, des intellectuels, des essayistes, pour se demander finalement qu'est-ce qu'est la droite. C'est une question un peu étrange, un parti qui se demande qui il est. A priori, c'est pas tout à fait banal, parce qu'il est censé quand même savoir pourquoi est-ce qu'il milite et pourquoi est-ce qu'il se bat. Et donc, on a quand même abouti à un document assez long, 80 pages, qui était censé donner un petit peu une feuille de route pour se refonder. Malheureusement, d'abord d'un côté, c'était pas franchement si étonnant que ça. Mais surtout, le problème, quand on n'implique pas les barons d'un parti, c'est que les barons d'un parti n'ont pas énormément intérêt à prendre en compte tout ça. Et donc, en fait, on voit que ce moment de refondation, il n'a pas eu aucun effet, mais il n'a pas du tout été repris ensuite par les présidents successifs. Et on verra que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent au sein des Républicains, de faire comme ça, des moments où on essaie de se dire, de s'affirmer, d'expliciter ses convictions, et en même temps de voir qu'au moment où il s'agit de trouver un candidat, un chef, et ben le chef balaye tout ça un peu d'un revers de la main. Et en revanche, ce qui est sorti de tout ça, c'est que LR avait perdu à cause de ses idées. L'idée étant que, voilà, la gauche, finalement, ou le progressisme, puisque Emmanuel Macron a beaucoup été considéré comme un progressiste par la droite, avait une forme d'hégémonie culturelle dans le pays qui faisait que la droite n'avait pas réussi à imposer ses idées, et donc il fallait être le parti des idées, c'est quelque chose qui restera. Laurent Wauquiez a beau jeter un peu à la poubelle le travail d'atelier de la refondation. Il a lancé après ce qu'il appelait des rendez-vous des idées avec Guillaume Larrivé, qui était à l'époque donc député de Lyon et chargé du projet, et qui voilà, invitait des intellectuels, parfois très prestigieux, comme Pierre Manin, voilà, à parler dans le parti. Ça n'a pas donné énormément de résultats, mais en tout cas, voilà, il y avait cette volonté d'être un parti qui vit pour ses idées et qui se fait connaître pour ses idées.
ce qui n'était pas forcément non plus tout à fait ce à quoi la droite était habituée, comparé par exemple à l'activité intellectuelle, idéologique de la gauche, PS ou PCF. Et donc on arrive au moment où Laurent Wauquiez est élu président, sans doute moins pour les raisons qu'on a dit, c'est-à-dire une forme de radicalisation du parti, qu'une forme de volonté de stabilité, puisqu'en face de lui, il avait Florence Portelli, qui était simplement, entre guillemets, maire de Taverny, qui est aujourd'hui dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, mais voilà, qui n'était pas très connu. Maël de Calan, qui était un simple conseiller départemental du Finistère, qui était conseiller d'Alain Juppé, mais qui n'avait pas un énorme écho. Et donc, face à Laurent Wauquiez, qui était quand même président de région, qui avait eu la carrière qu'on lui connaît et la voix qu'on lui connaît, il a été désigné pour ça, très très largement, 75% dans mon souvenir. Et donc, c'est lui qui a eu la présidence du parti. Le problème, c'est que les autres cadres du parti avaient une conscience assez moyenne dans Laurent Wauquiez. Un, dans sa capacité à maintenir des frontières bien claires et nettes avec l'extrême droite. Et même si, effectivement, il n'a jamais franchi le Rubicon, voilà, on a eu, après, durant sa présidence, certains moments un petit peu tendus. Par exemple, on se souvient d'un tract qui s'appelait « Pour que la France reste la France », qui avait un peu choqué à l'intérieur du parti et qui avait mené à les récriminations puis l'exclusion de Virginie Calmels, qui était la vice-présidente du parti. Donc il y a eu des tensions autour de ça, et des tensions aussi autour de la capacité de Laurent Wauquiez à fédérer le parti, à vraiment prendre en compte toutes les avis, les sensibilités de tout un chacun, et pas de gouverner juste pour lui avec ses propres petites idées. Ce que, par exemple, Nicolas Sarkozy avait réussi à faire, malgré tout, même s'il s'affirmait fortement par lui-même, il avait cette capacité à fédérer le parti. Et ça a mené à la deuxième vague de départ. Après, voilà, le départ vers Emmanuel Macron, après avec la présidentielle, on a eu le départ de plusieurs personnalités, Xavier Bertrand notamment. On a aussi Dominique Bussereau, qui est moins connu, mais qui était quand même le président de l'Assemblée des départements de France, qui ont dit, voilà, la frontière nous semble plus assez claire avec l'extrême droite, nous quittons ce parti. Et finalement, Xavier Bertrand, qui prend un peu exemple sur Emmanuel Macron, qui se dit finalement, avec son propre petit parti, sa propre petite auto-entreprise, on peut réussir à avoir un destin national, et donc je tente le coup. On arrive par la suite aux élections européennes. C'est un moment assez important parce qu'il s'agit de relancer le parti, et la campagne se passe bien. Ça peut paraître étonnant rétrospectivement, mais la campagne se passe bien. On choisit un candidat qui n'est pas membre du parti, qui est un professeur de philosophie, un philosophe lui-même, François-Xavier Bellamy, qui donc ajoute un peu de sang neuf à ce parti qui en plus représente le parti des idées. On lui adjoint, parce qu'il est une figure un peu conservatrice, un eurodéputé très expérimenté qui est Arnaud Danjean, et Agnès Evren, qui est présidente de la Fédération de Paris, et qui est plutôt de sensibilité libérale. Et donc on arrive comme ça avec cette campagne qui essaie d'être équilibrée, et qui trouve effectivement son propre chemin. Ils commencent à avoir leur propre projet, assez bien déterminé, de double protection. C'est le grand moment, quand même, ces dernières années, où les Français expriment un besoin de protection. Et donc, puisque on ne veut pas laisser l'Europe tout décider, parce que c'est pas assez de... Voilà, il faut quand même avoir le pouvoir pour soi et pouvoir s'assurer qu'on gère, par exemple, les flux migratoires ou les flux économiques, et ben on va quand même donner le pouvoir à la France, mais on est quand même européen. L'UMP quand même, on s'en souvient. Donc on va faire cette double protection, par exemple au niveau des frontières entre la France et l'Union européenne, et on va essayer de présenter l'Union européenne comme un vecteur de puissance et de protection, voilà, d'essayer de concilier les eurosceptiques, les eurocritiques et les europhiles du parti, et la fusion marche plutôt bien. Le problème, c'est que la campagne donne pas du tout de résultats, que les gens n'entendent pas du tout ce projet-là, et qu'on arrive à un score catastrophique de 8,48% dans mon souvenir, ce qui est quand même assez désastreux. On n'est pas connu aussi terrible depuis les européennes menées par Nicolas Sarkozy en 1994, ou 99 peut-être plutôt, si je me souviens bien, avec la concurrence de Charles Pasqua et Philippe Séguin, et notamment parce que, eh bien, il y a plus important. Il y a le fameux clivage qui commence à monter entre LREM et le Rassemblement national, qui est un clivage aussi idéologique. Finalement, l'un et l'autre s'accommodent bien l'idée d'un nouveau clivage entre les mondialistes, cosmopolites, ouverts sur le monde, et les patriotes, nationalistes, plus fermés, plus sur la France. Et finalement, quand vous avez un projet qui est un peu entre les deux, c'est difficile de mobiliser son électorat, puisqu'on n'est pas clairement pour une option ou une autre dans un débat politique qui est quand même très polarisé. Et en plus, si vous êtes électeur de droite et que vous n'aimez vraiment pas Macron, est-ce que le mieux pour protester, c'est de voter pour les Républicains ou de voter pour Le Pen ?
peut-être plus pour Le Pen. Et si vous êtes vraiment très inquiet vis-à-vis de la montée du Front National, est-ce que vous voulez voter pour la droite ou pour Macron? Peut-être plus pour Macron. Et donc, on a un électorat qui se réduit vraiment à la portion la plus fidèle et la plus équilibriste entre le centre et l'extrême droite. Et c'est vraiment le moment le plus bas qu'a connu le parti. On a l'éviction de Laurent Wauquiez, un peu forcée. On a la troisième et dernière vraie vague de départ du parti, avec notamment Valérie Pécresse et tout un tas de maires d'Île-de-France qui se disent, finalement, est-ce que l'étiquette de droite des Républicains, face à la montée d'En Marche, qui est très puissante dans ma région et dans ma ville, est-ce que c'est vraiment un bon moyen pour moi de garder mon poste? Peut-être pas, et donc voilà, on essaie de prendre son envol. On avance encore un petit peu. On est aux élections locales. Il y en a eu donc 2 salves, les municipales en 2020 et les départementales et régionales en 2021, qui sont un peu meilleures pour la droite. Forcément, la droite a eu beaucoup d'élus locaux. C'est un moment où d'ailleurs les élus locaux n'ont jamais été aussi forts dans le parti finalement depuis 2004, et donc le moment où la gauche remporte beaucoup d'élections locales et que c'est le national qui prend le dessus. Là, au contraire, c'est beaucoup d'élus locaux, des présidences de région, de départements, de villes, d'interco, etc. Et un milieu national qui est un petit peu décimé, comme on l'a dit. Moins de députés, des figures ministérielles d'avant qui sont parties, les premiers ministres, présidents qui ont quitté la politique. Donc finalement, les élus locaux pèsent beaucoup plus dans le parti. Et on l'a vu ne serait-ce que dans les idées. On n'a jamais autant parlé de décentralisation, de régionalisme. Valérie Pécresse, on a revendiqué l'étiquette récemment, que de donner le pouvoir aux maires, aux élus locaux, qu'auparavant. Avant, la droite, c'était plutôt le parti du gaullisme très jacobin, très centralisateur. Et aujourd'hui, forcément, il faut cajoler un peu plus cette partie de la population. Et effectivement, on voit que les élections intermédiaires ayant été aussi un peu démobilisatrices, les sortants ont été reconduits assez facilement. Et donc, la droite s'est maintenue. Et ça a été très important pour elle parce que ça lui a redonné un peu d'espoir. Et ça peut paraître assez superficiel, mais l'espoir a été très important dans ce camp qui en a quand même beaucoup manqué pendant quelques années. Après, ça ne veut pas dire que ça a été forcément une lune de miel. On sait que les maires, par exemple, certes, ils ont été élus sur une étiquette de droite, mais ils ont été aussi élus sur leur personnalité, leur réputation personnelle. Et donc forcément, on va se réclamer des maires, on va les cajoler, mais est-ce qu'on va réussir à imposer aux maires des coalitions, par exemple de Sali ou pas avec En Marche, ou pas avec Debout la République? On a vu durant les régionales ou municipales, à Lyon, Bourgogne-Franche-Comté, que ce n'était pas toujours aussi évident que ça. Et on arrive au dernier moment, celui de la présidentielle. Alors tout l'enjeu à ce moment-là, c'est de proposer un projet un peu enthousiasmant pour la droite, parce qu'elle va en avoir besoin. Elle est quand même dans une période où elle doit regagner des électeurs, et donc elle doit convaincre les gens. Alors, Christian Jacob, qui lui est une figure un peu plus consensuelle que Laurent Wauquiez, qui essaie vraiment de prendre en compte toutes les sensibilités, va continuer dans cette idée dans cette logique de parti des idées, et va lancer 12 forums thématiques où il va consulter plein de personnes, d'experts, d'associatifs, d'élus locaux, nationaux, etc., pour établir un programme de la droite. Et en fait, je n'en ai peut-être pas beaucoup entendu parler, parce que ce programme de la droite était un petit peu évincé par le congrès qui a eu lieu récemment. Et en fait, c'est un peu une constante dans le parti. On a eu ça aussi en 2016, sous l'égide de Éric Woerth. On a eu l'élaboration de tout un programme très complet pendant 2 ans, et finalement qui est totalement passé à la trappe parce que c'était le programme du vainqueur de la primaire qui avait plus de légitimité que les caciques du parti qui l'a emporté. Et d'ailleurs, ça a fait à un moment un peu des frictions entre les gens du parti et les gens de l'équipe Fillon pour essayer de concilier les 2 programmes. Et là, pareil, il y avait un programme qui était assez développé, très technique malgré tout. Voilà, il y avait des mesures peut-être un peu trop développé même pour un projet présidentiel qui est censé porter une forme d'incarnation, et un projet qui, parce qu'il fallait concilier tout le monde, manquait peut-être un petit peu de personnalité, j'ai envie de dire, d'une ligne directrice très claire sur quels sont les enjeux, quels sont les problèmes. Il y a toutes les valeurs, évidemment, ça correspond à la sécurité, le libéralisme économique, etc. Mais ça ressemble plus à un consensus mou qu'autre chose. Et le problème, c'est que
va se poser la question des personnes. Vous connaissez, je ne vous refais pas, le psychodrame que ça a été, est-ce qu'on a un candidat naturel ou pas, Pécresse qui hésite puis qui y va, d'autres qui ont pensé qu'ils y allaient, ils y vont pas, etc., etc. Et en fait, on arrive à un congrès où on va élire une personne, et avec cette personne, c'est elle qui va décider du programme, et le programme du parti sera un peu mis de côté. Et en plus, ces candidats à la primaire, ils n'ont pas forcément mené le travail programmatique aussi intensément que le prédécesseur. François Fillon, lui, il a passé plus de 3 ans à faire son programme. Alain Juppé, pareil, il a passé beaucoup de temps, avec beaucoup d'équipes, beaucoup de consultations, et donc c'est arrivé avec un programme assez fort, qui avait, même si ce n'était pas très différent des uns des autres, une forme de personnalité. Et Pécresse, Bertrand, etc., ça a été un peu plus court. Voilà, on s'y est pris, Bertrand un peu plus tôt, mais voilà, Michel Barnier, début de l'année, Valérie Pécresse 6 mois avant. Et donc forcément, on a une proposition qui est peut-être pas aussi aboutie qu'on pourrait le penser. Et effectivement, elle a eu sa petite sensibilité, Valérie Pécresse, durant la campagne un peu plus libérale, par exemple, assumer de supprimer des postes de fonctionnaires. Mais ça suffit pour vous distinguer à droite, où finalement tout le monde est d'accord sur à peu près tout. Mais au niveau d'une présidentielle, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, on sait que certains y ont réussi. Éric Ciotti a réussi à avoir un programme un peu plus distinct des autres, mais pour Valérie Pécresse, il a fallu avant tout essayer de contenter tout le monde, y compris par exemple les ciottistes eux-mêmes. Et donc, on a passé beaucoup de temps à essayer de concilier, de faire des compromis. Et maintenant, la question de ce qu'on appelle l'incarnation, mais qui n'est pas qu'une question de personnalité, qui est aussi une question de ligne directrice. Voilà, est-ce que vous, par exemple, Nicolas Sarkozy en 2017 a vu une ligne directrice très forte, la valeur travail, ceux qui se lèvent tôt, travaillent plus pour gagner plus, l'identité nationale, le Karcher, etc. C'était des marqueurs très forts. On aime ou on n'aime pas, mais c'était des marqueurs très forts. Et dans la campagne Pécresse, ça manque un peu. Peut-être que demain, au fameux meeting du Zénith, on aura quelque chose, on aura une ligne un peu plus clairement établie, mais pour l'instant, ça pose un peu problème. Et donc, finalement, on en revient à la question qui se pose pour le titre de cette conférence. Est-ce qu'il y a un boulevard pour Emmanuel Macron ? On pensait au début qu'il y en aurait un clairement établi, puisqu'on avait Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 25% tous les deux, et puis est arrivé le perturbateur Éric Zemmour, qui, malgré tout, aide un peu Valérie Pécresse, parce que, voilà, même s'il n'est pas la favorite, très loin de là, il y a une possibilité, voilà, de se qualifier de justesse au second tour, et puis de tabler sur un sentiment anti-Macron pour passer, mais ça sera très compliqué, il faudra attirer des gens, et attirer des gens qui ne sont peut-être pas les gens auxquels la droite a eu l'habitude de parler ces dernières années. Et donc, est-ce qu'il y a un boulevard pour Macron ? Oui. Peut-être pas une avenue, on n'est pas tout à fait sûr à 100%, mais un boulevard, oui, qui a été le résultat de toutes ces années d'incertitude, de manque de structuration du parti, d'hésitation sur les idées, d'un travail finalement de refondation qui n'a pas tout à fait réussi. Il reste encore 2 mois pour y travailler, mais ça, on ne peut pas le prévoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilien. On m'entend ? Émilien Vial, pour tous ces éclairages. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. La première, peut-être, c'est ce qui ressort de votre présentation des 5 dernières années, finalement, des temps forts, c'est une impression de division interne du parti absolument radicale. Parce que je pense que dans les 5 étapes que vous avez présentées, il y a à peu près 5 figures différentes qui incarnent les Républicains. Bon, ça fait beaucoup en 5 ans. Alors, on peut presque aller jusqu'à se demander quelle est même pas l'unité des Républicains aujourd'hui, mais quelle est la pertinence de ce parti ? Est-ce que finalement, ce parti ne devrait pas disparaître, n'est pas condamné à disparaître ? Une sous-question serait peut-être, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les Républicains et le Parti socialiste, qui ne vit pas non plus ses meilleures heures actuellement ? Je pense que vous l'avez remarqué. Alors voilà, est-ce que vous avez peut-être des éclairages supplémentaires à nous donner là-dessus ? Comment est-ce qu'on peut justifier la pertinence, la légitimité d'un parti qui abrite en son sein Ciotti, dont vous avez parlé, et Pécresse, et au milieu, tous ces gens, enfin voilà, quels sont un peu ces... Alors, est-ce qu'il devrait disparaître ? Évidemment, je ne me prononcerai pas dessus. Est-ce qu'il y a une forme de cohérence ? Oui, malgré tout. C'est vrai qu'Éric Ciotti a été quand même un élément un peu plus inattendu et un peu plus extrême que ce à quoi le parti était habitué. Quand même, il faut le dire, il est un peu une exception dans cette campagne où, par ailleurs, on avait des grands accords entre Barnier, Bertrand, Pécresse, etc. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a permis de réaliser un score qui était tout à fait honorable, in fine.
malgré tout, ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Les dissensions dont je vous ai parlé, elles ne sont pas tellement idéologiques que stratégiques. Sur les grandes questions, l'économie, même l'Europe quelque part, le social, le culturel, l'ordre, l'immigration, etc., il y a une forme d'accord. Même durant la primaire de 2016, on avait beau parler, par exemple, de la fracture entre le Sarkozy du steak frites, si vous vous en rappelez, et la double ration de frites, et Alain Juppé d'identité heureuse. Dans les faits, dans les programmes, c'était à peu près la même chose, et ça n'a pas changé. Donc finalement, ils sont d'accord sur beaucoup de choses, et ils forment idéologiquement une sorte d'unité, un consensus qui est peut-être un petit peu mou. Chacun a ses sensibilités, elles existent évidemment. Il y a des traditions de la droite qui ont donné des restes quelque part. Donc il y a une cohérence. Mais le problème, c'est la stratégie. C'est est-ce qu'on veut une droite qui en appelle aux électeurs de l'extrême droite et qui n'ait pas peur d'être de droite, etc., et joue la fierté, la non-compromission avec la gauche à fond, avec toute idée progressiste ou modérée, ou est-ce qu'on veut une droite qui soit avant tout sur la responsabilité, la compétence, qui rejette toute forme d'extrémisme? Finalement, c'est des choses qui se jouent peut-être un peu moins sur les idées et le fond que sur une forme de tonalité. Et là, par contre, il y a un vrai désaccord. Par exemple, Valérie Pécresse, oui, en un temps, elle a exprimé l'idée qu'il fallait des frontières très, très, très claires. Par exemple, Bertrand et Estrosi aussi l'ont expliqué. Évidemment, ça peut toujours été le cas, mais quand on est un candidat au régional qui est au deuxième tour contre un membre du Front National, et ben, on affirme un peu plus cette opposition à l'extrémisme. Et quand on est plutôt une Nadine Morano, un Ciotti ou un Laurent Wauquiez, ben, on va dire non, ces gens-là, ils ont vocation à être chez nous. On doit leur parler, quitte à avoir un discours très musclé, y compris dans les termes, voilà, avec des slogans tels que « pour que la France reste la France ». Donc, est-ce qu'il y a une raison d'exister ? Oui, sans doute, puisque après tout, ils se retrouvent dans le discours des uns et des autres, et que s'il y a du pluralisme, eh ben, il faut bien que ça existe. Un parti qui est d'accord sur tout, c'est un peu un parti mort. Après, vous avez comparaison avec le Parti socialiste, je pense qu'elle est assez pertinente, parce que ces deux partis de gouvernement, qui étaient même à un moment presque hégémoniques sur chacun de leurs pôles, c'est-à-dire que la gauche, à un moment donné, c'était presque quasiment que le PS. Et la droite, c'était presque quasiment que l'UMP et les Républicains. Évidemment, il y a des partis alliés, mais c'était quasiment un système bipartisan. Et aujourd'hui, on voit l'état où il en est. Alors la droite a un peu mieux résisté parce qu'elle a peut-être moins de fracturation, avec moins de concurrents, vraiment sur son positionnement, comme je sais pas, le PS peut avoir avec des Taubira ou des écologistes. Et aussi parce que voilà, il y a eu une forme d'implantation peut-être locale qui était un peu mieux gérée durant le quinquennat Hollande, mais oui, on a le même processus de manque de crédibilité vis-à-vis des partis qu'on gouvernait, finalement de difficulté à résister face à des nouvelles offres politiques qui ont l'air un peu plus anti-système, ou un peu plus neuves, un peu moins dans les vieilles manières politicardes, si on peut le dire ça comme ça, et puis aussi une dimension idéologique qui est quand même sacrément en déroute, quoi. Certes, la droite sait où elle est, mais de là à proposer un projet très clair, c'est compliqué. Et le PS, voilà, c'était documenté dans les travaux. Frédéric Savecki, on vous en a parlé il y a quelques temps. Ça a été une forme de désinvestissement de tous les lieux de réflexion, de pensée, les revues, les courants, etc. Et un PS qui, voilà, est sur des propositions peut-être un peu trop molles pour certains électeurs qui donc s'en désintéressent, ne vont plus voter, ou dire peut-être une raison aussi de la différence entre les Républicains et le PS, c'est que les Républicains ayant un électorat plus âgé, donc plus attachés au vote, ça résiste mieux, mais est-ce qu'ils suscitent aujourd'hui une forme d'enthousiasme, comme ça peut être le cas par le passé? Ni l'un ni l'autre, et effectivement, c'est pour ça qu'ils ont des enjeux un peu existentiels aujourd'hui, et peut-être une crainte peut-être pas de survivre, mais en tout cas de ne plus être marginaux. On a presque l'impression, vous parlez beaucoup de stratégie, vous employez beaucoup ce terme, les stratégies qui s'opposeraient au programme, à l'idéologie et aux idées. C'est peut-être ce qui peut expliquer en partie le rejet des partis politiques aujourd'hui, de la part des électeurs. Donc les deux grands partis de gouvernement qui sont rejetés justement parce qu'ils donnent l'impression de faire que des manœuvres politicardes. Je pensais tout particulièrement à la primaire où Xavier Bertrand était annoncé comme étant finalement le favori des non-adhérents LR, et qui n'a pas été élu, peut-être pour des questions de lutte intestine, justement. Et on a presque l'impression qu'il ne reste plus que la stratégie, le consensus mou, et la stratégie et les manœuvres politicardes. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que stratégie et idéologie ne sont pas forcément si
éloigné que ça. On parlait par exemple de la stratégie très radicale. Bon, bah, aussi, c'est une manière, en allant très fort sur sur des idées radicales ou des slogans très radicaux, de montrer que voilà, on ne se compromet plus dans des petites manœuvres, on s'assume tel qu'on est, et voilà, on s'en fiche du compromis presque quelque part. Et donc, on s'en fiche de. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche d'être élu, mais c'est qu'on pense que c'est si on est nous-mêmes qu'on sera élu. Et donc, finalement, alors que c'était quand même une stratégie de cooptation des idées et des électeurs du Rassemblement national. Effectivement, le cas Bertrand, oui, il a, même s'il a une trajectoire assez similaire à celle de Valérie Pécresse, il a un peu plus laissé échapper le sentiment que, oui, il cherchait surtout à faire campagne pour lui-même et pas forcément pour son camp. Il a quitté le parti plus tôt, il a été un peu plus résistant à l'idée de réadhérer au parti que Valérie Pécresse. Il a peut-être joué sa partition encore un peu plus personnellement que Valérie Pécresse, qui elle a gardé des contacts un peu plus fréquents. Elle a par exemple assisté à l'université d'été des jeunes en 2019. Donc elle a su se montrer un peu plus attentionnée vis-à-vis de son camp que Bertrand. Évidemment, c'est une stratégie. Comme celle de Xavier Bertrand. Mais voilà, les gens de droite, c'est vrai, les militants de droite, les adhérents de droite, ont été quand même assez malmenés. Ils ont beaucoup perdu. Leurs dirigeants, pour lesquels ils étaient très attachés, parce qu'après tout, à droite, on vote beaucoup pour des hommes forts, des personnalités, sont partis. On a eu l'impression, des gens ont trahi quelque part leur camp en allant avoir des postes ministériels. Donc, ça a été assez dur pour eux. Sans doute qu'une certaine partie sont flattés par des discours très forts et identitaires, de la part d'Alex Ciotti, par exemple. Et c'est sûr que quand on a quelqu'un qui donne l'impression d'être un peu plus de rouler un peu plus pour lui-même, et ben quand on est adhérent d'un parti, ce que ça veut dire, adhérent, c'est-à-dire qu'on fait corps avec le groupe partisan, et ben oui, c'est peut-être que ça a joué effectivement contre lui, et sans doute que cette idée de faire des petites manœuvres politiciennes, même pour le grand parti de la droite qui, Dieu sait, voilà, en a fait, oui, ça commence à un peu plus mal passer. Et voilà, la question, c'est est-ce qu'on peut réussir à ne pas à ne pas donner dans le compromis, à ne plus donner dans la politique aérie, et en même temps, sans avoir un programme qui soit trop extrême ou trop déplaisant ou pas assez consensuel vis-à-vis de l'électorat de droite dans l'ensemble. Alors parlons justement un petit peu de Valérie Pécresse. Finalement, on pourrait presque être étonné qu'un parti conservateur comme les Républicains ait élu une femme, alors, qui serait peut-être représentante d'un certain féminisme de droite. Je vous rappelle qu'elle disait il n'y a pas si longtemps que cette phrase « rien de tel qu'une femme pour faire le ménage ». Alors je ne sais pas si ça vous réjouit beaucoup, mesdames, comme conception du féminisme. Moi, personnellement, pas tellement. Mais bon, peut-être qu'elle incarnerait un certain féminisme de droite. Elle se revendique elle-même comme la Margaret Thatcher française, qui de même n'était pas particulièrement féministe. Elle s'entourait d'un état-major très masculin. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ce que Valérie Pécresse incarne en tant que femme, en tant que figure politique, et son programme également politique, européen, libéral? C'est vrai que Valérie Pécresse, avoir une femme à la tête de candidate pour la droite à présidentielle, c'est une première. Il y a eu peu de femmes qui avaient de telles responsabilités, en tout cas pour des partis aussi importants. Et en fait, on a eu que Michèle Alliot-Marie, qui était présidente du RPR à la toute fin du parti en 99, voilà, qui a exercé de telles responsabilités. Et voilà, les femmes restent assez minoritaires, y compris dans le groupe parlementaire à l'Assemblée. Elles sont à peine un quart des voix. Et donc, voilà, ça paraît assez inattendu. Après, la situation n'est pas aussi compliquée, je dirais, par exemple, qu'au Front National, où finalement, si on n'a pas le nom Le Pen, c'est un peu plus, voire très compliqué. Mais voilà, la situation était un peu dure à gérer. Je pense qu'elle n'a pas été élue parce que c'était une femme. Je pense qu'elle a été, voilà, sur un concours de circonstances, voilà, avec sa trajectoire personnelle, sa crédibilité, sa visibilité médiatique, peut-être aussi un programme qui allait bien dans le sens des adhérents des Républicains, voilà, libéral, etc. Quelque chose qui plaisait après tout et qui n'était pas loin de ce qu'ils avaient choisi pour François Fillon 5 ans avant. Après, est-ce qu'elle est pour autant antiféministe? Je ne sais pas. Très clairement, elle a vécu des choses, voilà, dans sa carrière de femme politique qui l'ont marquée. Et voilà, elle semble décidée à aider la cause des femmes dans le parti. C'est pas
parfait non plus, voilà, mais elle tente de promouvoir des nouvelles figures. Simplement, voilà, c'est sûr que ça ne sera pas le même féminisme qu'on peut trouver à la gauche. C'est un féminisme qui, par exemple, va rejeter les mesures légales de parité parce que, voilà, il faut pas que les femmes, il faut que les gens soient vus pour leurs compétences et pas pour leur statut. Et finalement, c'est ça qu'elle met en avant, Valérie Pécresse, c'est sa compétence, sa volonté, sa détermination et une certaine figure féminine, comme celle de Margaret Thatcher, qui est très déterminée, qui va faire, qui va s'occuper. Et d'ailleurs, cette histoire de femme qui va faire le ménage, évidemment, rétrospectivement, c'était peut-être assez mal vu, mais il y a quelque chose d'assez concret. Elle renvoie à un imaginaire qui est certes très stéréotypé de la femme mère au foyer, etc., mais qui, malgré tout, assume les tâches de gestion quotidienne. Et Margaret Thatcher, il y a aussi un petit quelque chose comme ça. Elle était aussi fille d'épicier. Elle avait un côté vraiment, on fait, on agit, et pas on va parler comme voilà, les hommes politiques en général. Donc, est-ce que c'est féministe ? Prenons des pincettes, mais est-ce que malgré tout elle affirme une forme de figure, de féminité qui essaie de se faire une place? Parce que, bon, la société est ce qu'elle est, et même à droite, ça commence à faire un peu long, quoi. Les femmes, elles commencent bien à voir que quand elles sont presque la caution féminine dans un panel de spécialistes du parti, c'est un peu mou, quoi. Quand elles commencent quand on leur donne que les circonscriptions les moins avantageuses, bon, de droite ou pas, ça commence un petit peu à se voir, quoi. Et donc oui, c'est des femmes à droite qui s'affirment de manière féministe, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne sont pas, qui sont de moins en moins passives et de plus en plus visibles et affirmées au sein du parti, oui, ça c'est sûr. Et alors d'un point de vue purement idéologique ou programmatique, quels sont finalement les grands marqueurs, vous parliez de ça tout à l'heure, les grands marqueurs de la campagne de Valérie Pécresse? Qu'est-ce qui vous aujourd'hui vous paraît vraiment signifiant? Quelles seraient alors les différences avec le programme de Macron? Parce que vous disiez vous-même qu'il y a une certaine porosité entre les programmes. Alors si vous deviez résumer, voilà, quelles sont selon vous les idéologies de Pécresse et de Macron mis face à face? Quelles sont les différences? Le problème de compact le programme de Macron, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un programme. Bon, on le verra venir, ça, voilà, ne soyons pas trop pessimistes, mais voilà, tout comme en 2017, il a fallu attendre un petit peu de temps avant de le voir venir. Mais en tout cas, sur les sensibilités, on sait qu'il partage, et ça c'est vraiment le point commun, une sensibilité économiquement libérale, plutôt attaché, même si, voilà, évidemment, les gens de droite vous diront que c'était n'importe quoi ce quinquennat, mais plutôt attaché à une forme de bonne gestion budgétaire, en tout cas, et attaché à une forme de liberté de nos entreprises, un peu moins de normes, plus d'entreprises, d'initiatives, etc. Ça, c'est quelque chose qui les rassemble plutôt bien, et sur lesquels, malgré tout, ils pourront trouver un point d'accord. Sur les questions plus de sécurité et d'immigration, théoriquement, c'est là que les républicains essaient de s'affirmer le plus, parce que voilà, on est arrivé à un moment où ils ont quand même beaucoup viré vers la droite, et voilà, on est sur des positions où on commence même à se questionner sur est-ce qu'on ne va pas remettre en cause le droit du sol, etc., la fameuse préférence nationale, tout ça. Après, Emmanuel Macron aussi a, durant son quinquennat, un petit peu viré. Il y a eu des lois sur l'immigration, sur la sécurité, sur le terrorisme, qui ont été assez dur, assez ferme quelque part, qui était d'ailleurs approuvé parfois par des gens de droite. Et donc, on va dire qu'ils sont un peu plus affirmés, un peu moins complexés sur la question, mais je dirais pas qu'il y a non plus une forme d'incompatibilité absolument fondamentale. On va dire que s'il y a un vrai point un peu plus compliqué, c'est les questions culturelles. Typiquement, vous prenez la loi sur la PMA qui a été votée donc, il y a très peu de temps à l'Assemblée. Il n'y a que 5, et encore c'est exceptionnel, 5 députés LR qui ont voté pour, et le groupe très largement majoritaire a été contre. Et donc, oui, sur ces questions culturelles, voilà, les gens de droite goûtent très peu à ces idées qui sont un peu lancées de peut-être des pénalisations du cannabis, des propos qui ont beaucoup marqué, qui sont ressortis encore aujourd'hui, même ça fait 5 ans, sur l'existence de la culture française, sur les crimes en Algérie, de ces questions d'histoire, d'éducation, de mémoire, transmission, d'ordre social et familial. On va dire qu'il y a une sensibilité un peu plus libérale, même si très contrariée de certaine manière à LREM, alors que voilà, on reste quand même malgré tout conservateur à droite, et donc s'il y a un marqueur, c'est quelque chose qui différencie, c'est un peu plus ça. Après, le problème sur les comme je l'ai dit durant la présentation, les grands marqueurs de la campagne Pécresse,
c'est un peu compliqué, je vous avoue très clairement. On a eu des propositions sur le pouvoir d'achat, mais qui ont été retoquées après par le MEDEF, et donc il a fallu s'adapter. Là, on a des propositions peut-être sur une nouvelle décentralisation, mais on peine encore à voir vraiment clairement les contours. Sur la sécurité, alors en fait, on en a beaucoup parlé pendant le congrès, mais peut-être trop, du coup, on revient dessus. Donc, on peine à se trouver. Moi, très honnêtement, même si j'ai beau être, entendre parler de ce parti toute la journée depuis 3 ans, plus, j'ai un peu de mal à vous dire, on verra peut-être demain, mais quels sont les grands axes et la logique du programme de Pécresse tel qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des valeurs qui sont celles de la droite et qui existent depuis des dizaines d'années presque. Donc on retombe sur ce consensus mou dont vous parliez tout à l'heure, en réalité. Ah oui, tout à fait. Les questions de sécurité, d'immigration, de libéralisme économique, culturel, etc., il y aura toujours des petits électrons libres sur des points ou des autres. Mais globalement, ils sont tous d'accord. Globalement, le groupe, par exemple, au Sénat ou à l'Assemblée, ne se déchire pas sur ses positions. Globalement, ils ont tous les mêmes avis, ils votent tous pour ou contre les lois selon le sujet. Et je veux dire, il y a même quelque part, et Ciotti, évidemment, bon, il y a un peu la parenthèse de sa campagne au Congrès qui a été très radicale, mais quelque part, personne ne s'imagine qu'il y aurait des problèmes à gouverner ensemble, qui est un peu le critère quand même pour faire un parti qui est uni. Après, la question, c'est est-ce qu'il pourrait gouverner ensemble avec En Marche, par exemple? C'est une autre question. Moi, je pense que ce ne serait pas absolument impossible. Ça contrarierait certainement des personnes, mais ce ne serait pas impossible. Mais en tout cas, oui, il y a ce consensus, mais qui est mou parce que, quand il s'agit d'affirmer des mots d'ordre, on est sur des valeurs un peu vagues, l'autorité, le travail, le mérite. Bon, bah. Le ménage. Le ménage, bah oui, parfois c'est pas une bonne métaphore. Bon, je pense pas qu'elle utilisera parce que c'est connoté quand même. Mais oui, c'est des valeurs qui, tant qu'elles sont pas précisées, bah, veulent un peu tout et rien dire. Et donc, quand on a un électeur qui est justement, par exemple, un peu de droite modérée, bah, pourquoi est-ce qu'on irait voter pour Pécresse alors qu'on a déjà Macron qui est là, qui a fait ses preuves? Bon, je suppose quand on a un électeur de droite modéré, oui, il a fait ses preuves. Donc pourquoi est-ce qu'on irait voter pour quelqu'un d'autre? C'est pas forcément tout à fait évident et c'est peut-être ce sur quoi elle doit travailler maintenant. Alors, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Merci beaucoup pour cette transition qui n'a pas été répétée. Non. Qui, justement, question de sociologie électorale. Qui sont les électeurs de la droite aujourd'hui, des Républicains d'un côté, de Macron de l'autre? Alors, Macron, je développe un petit peu ma pensée, c'est qu'en 2017, il y avait une ambiguïté sur ce fameux... On dépasse le clivage gauche-droite, donc il y a pas mal d'électeurs de gauche qui sont allés vers Macron. Bon, 5 ans après, voilà, Macron, je pense, a un peu plus de mal à faire croire qu'il est un petit peu de gauche. Enfin, disons qu'il a viré de bord quand même, ou en tout cas, il s'est plus affirmé. Donc aujourd'hui, comment se répartissent les électeurs entre d'un côté donc LR, LREM, mais on peut rajouter à ce moment-là Marine Le Pen, Zemmour, enfin on s'en sort plus. Mais... Ce qui est intéressant sur la question de Macron, c'est qu'en fait, paradoxalement, même si voilà, je prends ma position, mais c'est vrai que dans les faits, ne serait-ce que dans les réformes qui ont été faites, les lois qui ont été affirmées, ça penche plus à droite qu'à gauche. Alors, bon, et je pense que voilà, aucun de mes collègues politiques ne me contredira trop dessus. Mais malgré tout, il y a cette idée du en même temps, quand on est électeur de gauche, un peu libéral, modéré, oui, il convainc toujours, et l'ambiguïté, à mon sens, est quelque chose de fondamental dans le macronisme. C'est-à-dire cette idée du en même temps, on peut dire l'un et l'autre, on peut célébrer Jean d'Ormesson aux Invalides, et puis après dire qu'il n'y a pas de culture française en tant que telle, parler de laïcité, puis s'affirmer contre l'islamisme. Après, cette ambiguïté, elle reste fondamentalement là, et je pense que tant que Macron dirigera son parti, de loin, ça restera le cas. Donc après, en termes de sociologie électorale, l'électorat de la droite, il est constant depuis très longtemps. Évidemment, il s'est rétréci ces dernières années, mais il reste constant. C'est des personnes plus âgées, évidemment, toujours c'est des moyennes, hein. C'est-à-dire que tous les gens, au-dessus d'un certain âge, passent à droite. Heureusement, ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas, c'est des générations plus âgées qui ont aussi vécu d'ailleurs dans des sociétés, dans des milieux un peu différents, peut-être un peu plus conservateurs parfois, un peu plus attachés au vote, aux institutions aussi. C'est des gens qui sont assez attachés aux élus, par exemple. C'est des gens qui ont une culture catholique assez importante, qui pratiquent beaucoup plus que les autres. C'est des gens qui ont des niveaux de revenus plutôt
assez agréables, on va dire. C'est des gens qui ne se sentent pas nécessairement très inquiets. Il y en a, mais ils ne se sentent pas plus inquiets que d'autres sur la mondialisation, voilà, les événements. Ils ne se sentent pas forcément en insécurité eux-mêmes. C'est des gens qui exercent des professions. On sait qu'il y a, voilà, il y a des scores très, très importants chez les petits commerçants, chez les libéraux, chez les agriculteurs, chez les professions un peu plus, voilà, un peu plus supérieures, on va dire, et très peu par contre chez les ouvriers et les employés. Et le problème, c'est que eh ben, ces fondamentaux de la droite, ils ont commencé à s'effriter avec la concurrence. On voit par exemple aujourd'hui que Éric Zemmour, et même Marine Le Pen, quelque part aussi, accueillent dans leur sein beaucoup de petits commerçants et artisans, des gens qui voilà, sont vraiment en colère contre l'État, contre la situation en général, et bah, veulent exprimer un vote qui est peut-être un peu plus radical, un peu plus anti-système que Valérie Pécresse. Et au contraire, on a des gens, voilà, des cadres supérieurs, peut-être un peu plus libéraux culturellement, qui trouvent bien leur compte dans les programmes libéralement, voilà, économiquement libéraux, qui vont aussi aller chez Emmanuel Macron. Et on voit aussi que les retraités, parce qu'après, il y a la catégorie spéciale des retraités, notamment retraités de CSP+, donc qui ont qui ont été dans des emplois plutôt bien placés, eh bien, eux, ils commencent à vraiment beaucoup voter Macron. Et ils ont commencé à voter Macron même depuis les européennes, et peut-être même depuis les législatives. Et donc, voilà, on a un peu cet effritement. Et Emmanuel Macron, lui c'est, on va dire que c'est peut-être pas les plus... Alors, c'est peut-être pas nécessairement les plus âgés, c'est peut-être pas ce milieu catholique traditionnel, etc., ni les plus riches économiquement, mais en tout cas, c'est des gens qui sont plutôt hauts dans la hiérarchie sociale, qui ont beaucoup de capitaux, y compris culturellement parlant, et ça a été montré dans une étude de Martial Foucault, qui dirige le CIVIPOF, là, juste hier dans Le Monde, c'est des gens qui sont heureux. Alors, pas heureux parce qu'ils ont un naturel heureux, quoique peut-être, mais en tout cas qui ne sont pas inquiets pour leur situation, qui vivent bien dans les transformations. Ça peut dire qu'ils n'ont aucun problème, mais en tout cas qui ne sont pas inquiets de ce que devient la France. Alors que l'électeur de droite, par contre, lui, depuis très longtemps, depuis 30-40 ans, lui, il est inquiet de ce que devient la France, ceux qui sont de migration, d'école, de déstructuration de la société. Pas forcément de manière cataclysmique, catastrophique, mais il est plus inquiet que, je dirais, l'électorat Macron. Et c'est ce qui fait que quand on regarde les électeurs de Valérie Pécresse, eh bien, même si certains sont tentés par Macron, eh bien, l'appréciation qu'ils ont du président n'est pas forcément excellente, quoi. Du gouvernement un peu plus, mais du président pas tellement. Et donc, c'est ce qui fait que malgré tout, il n'y a pas une porosité totale. Voilà. Il y a des passerelles, mais pas une porosité totale. Pas une fusion des électorats, en tout cas. Et alors, je vais vous demander de sortir un peu votre boule de cristal. Je sais que c'est un exercice que les chercheurs apprécient. Oui, voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire perdre Macron aujourd'hui? On a posé la question dans le titre, est-ce qu'il n'y a pas un boulevard pour Macron? Est-ce que, selon vous, il y aurait une possibilité pour Macron de perdre, alors qu'il semble être... Oui. J'ai la comparaison d'un peu osée, mais je dirais qu'il y a plus de chances pour Macron de perdre, notamment contre Pécresse, que Marine Le Pen en aurait, par exemple, de réussir à devenir présidente. Je pense notamment qu'il y a un mécontentement qui est fort, pas nécessairement chez les catégories d'ailleurs de droite ou de gauche, on va dire, de gouvernement, qui ont une appréciation un peu mitigée, c'est-à-dire pas très énervée, mais pas contente non plus. Par contre, il y a un mécontentement qui est très fort. Notamment chez les électorats les plus radicaux, dans la gauche radicale, dans la droite radicale encore plus. Il y a des protestations sociales liées à la politique vaccinale, etc. Des affaires aussi qui existent. Donc un mécontentement qui est très fort. Et donc la question, c'est est-ce que ce mécontentement pourrait aller jusqu'à un vote Pécresse, même si on ne se sent pas forcément proche d'elle. Techniquement, normalement, quelqu'un de gauche, même radical, il a Macron ou Pécresse, normalement, dans les faits, il préfère Emmanuel Macron, parce que voilà, il est plus proche. Mais est-ce qu'on ne va pas tellement vouloir le dégager qu'à un moment, ça pourra poser problème? Est-ce que Valérie Pécresse, mine de rien, pourrait apparaître comme une figure un peu plus... voilà, de retour finalement aussi à un monde où voilà, le paysage politique était moins perturbé, où on savait être un peu plus écouté aussi, les contestations avaient un peu plus être un peu moins sûr de sa voix et un peu plus être dans la conciliation. Est-ce que ça pourrait pas être un chemin? Oui, je pense. C'est pas évident.
On voit les sondages, je veux dire, les chercheurs, vous en avez parlé, n'ont pas plus d'activité de prédiction que les sondages, qui eux-mêmes ne sont pas des outils de prédiction non plus. Et s'ils nous montrent que Emmanuel Macron est devant Pécresse et de manière significative, et bon, on ne va pas dire que c'est probable que Pécresse gagne. Mais oui, je pense que c'est le cas. Une autre possibilité serait contre, mais là je pense que c'est vraiment très improbable, contre Marine Le Pen, et puis une forme de, voilà, de défection de l'électorat qui est plus intéressé par ça, et qui va laisser les plus mobilisés, donc les gens très radicaux et les macronistes voter. Je crois vraiment pas trop, mais c'est une possibilité, voilà, de voir que petit à petit, pas forcément parce que Marine Le Pen convainc plus, mais aussi parce que les gens sont de moins en moins enclins à aller participer à ce Front républicain qui n'est qu'un vote négatif, quoi, qui est un vote qui n'est pas très enthousiasmant, et ben que petit à petit, voilà, on voit les écarts se resserrer. Aujourd'hui, même si je pense que ça sera plus, effectivement, si c'est le cas, mais on voit Emmanuel Le Pen plutôt à 44%, alors que c'était 34%, voilà, il y a 5 ans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas petit à petit une problématique là? Et je pense que même s'il gagne, il n'est pas dit que le quinquennat soit calme pour autant. Et je ne sais pas qui lui succédera En Marche, mais je doute qu'il soit dans une position très très favorable, en tout cas. Si ça continue comme ça, je ne suis pas devin. Alors, dernière question, qui est une question qu'on pose régulièrement à tous nos intervenants chez Politeia cette année. Quelle est, selon vous, la position du chercheur, en particulier en contexte d'élection présidentielle? Alors, je pense que la position du chercheur en contexte d'élection est à peu près sensiblement la même que la position du chercheur en général dans le débat public. Le chercheur, de toute façon, n'a pas vocation à prendre parti. En tout cas, il n'y a pas forcément vocation à confondre son objet d'étude avec des positions politiques. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont engagés, qui ont fait des choix, y compris pour l'élection présidentielle, qui l'affirment. Et ça n'a aucun problème pour moi. Mais c'est vrai que voilà, quand on est chercheur sur un parti, par exemple sur les Républicains, il n'est certainement pas de mon rôle d'aller dire il faut voter contre, voter pour les Républicains, ou de dire quel choix il faut faire. Le but, c'est d'éclairer et peut-être d'aider aussi les citoyens à avoir des clés de lecture, d'interprétation des événements. Et donc moi, je pense qu'il faut avoir une forme de neutralité, mais c'est ma position aussi, qui est une neutralité dans le non-soutien, enfin voilà, de ses propres opinions. Encore faut-il d'ailleurs pour savoir pour qui on vote, et c'est pas mon cas. Donc, et aussi une forme de neutralité, comme on dit, axiologique, c'est-à-dire en fait de voir dans les gens qu'on étudie non pas ce qu'on voudrait qu'ils soient, mais ce qui est réellement, de laisser la place aux faits, quoi. Après, évidemment, un chercheur, c'est pas non plus quelqu'un qui est neutre dans le sens où il serait dégagé de tous événements, qui prendrait jamais position. Je pense que si on fait de la science politique, c'est un moment aussi pour essayer voilà, d'améliorer un peu le fonctionnement de la politique, de la démocratie, des institutions, et donc aussi parfois d'avoir un regard un peu critique. Je pense que ma thèse sera un petit peu critique sur le fonctionnement aussi du parti, et comment est-ce qu'il n'a pas réussi à vraiment donner toute sa place aux idées, et voilà, et aussi de traiter, voilà, éclairer à améliorer la démocratie, voilà, dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire non plus rester insensible à des faits inquiétants qui peuvent se passer, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, des questions de démocratie, d'état de droit, aussi de pouvoir dire quand on est chercheur, que ça se passe mal sur ce plan-là. Mais voilà, moi, certains ont choisi, par exemple, de militer dans les partis qu'ils étudient aussi, je pense que c'est compatible, c'est pas mon cas, mais chacun fait comme il peut. L'important pour un chercheur, c'est de rester sérieux dans son travail, dans les faits. Et je pense que la quasi-totalité des chercheurs aujourd'hui en sciences sociales, en sciences politiques le font. Et après, ils ont un niveau d'engagement qui est le leur. Ne serait-ce que venir ici et s'exprimer devant vous, ou vous derrière la caméra, c'est une forme d'engagement, de prendre parti, de ne pas rester juste avec ces petits articles de revue qui sont lus par 20 personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui a sa place comme on va dire citoyen engagé, mais pas forcément partie prenante. Merci beaucoup, Émilien Wardal, pour tous ces éclairages. Merci infiniment.